Chicago, année 1920. Il fut un temps où un seul nom suffisait à bouleverser le destin d'une ville entière. Nul besoin d'un ordre écrit, ni d'une menace directe. Il suffisait de le prononcer. Al Capone. Pour les journaux, il était le visage visible du crime durant la Prohibition. Pour les autorités, une cible impossible à neutraliser. Pour des millions de citoyens, une figure suscitant un mélange troublant de crainte et de fascination. Mais tandis que ce nom occupait les unes et les gros titres, une autre histoire se déroulait loin des projecteurs. Étrangère à la gloire criminelle et lourde de conséquences. L'histoire de quelqu'un qui n'avait pas choisi ce patronyme et qui, malgré tout, dut le porter toute sa vie. Être le fils du gangster le plus célèbre des États-Unis ne signifia pas privilège ni protection. Cela signifia grandir entouré de peur, de maladie et de silence. Cela signifia vivre en tentant d'échapper à une identité imposée dès la naissance. Voici l'histoire d'Albert Francis Capone, surnommé Sonny dans le cercle familial, un homme dont la plus grande ambition fut de ne pas répéter le destin de son père. Albert Francis Capone naquit le 4 décembre 1918 à Brooklyn, New York, dans un contexte social rigide et profondément moraliste. Son arrivée au monde fut marquée par un détail qui, à l'époque, ne passait pas inaperçu. Il naquit avant le mariage de ses parents. Son père, Alphonse Capone, avait 19 ans. Sa mère, May Josephine Coughlin, 21. Le 30 décembre 1918. À peine quelques semaines après la naissance, le couple se maria à l'église St. Mary Star of the Sea, à Brooklyn. Pour beaucoup, cette union ne fut qu'une formalité imposée par les circonstances. Avec le temps, cette interprétation s'imposa comme la version la plus admise. Pourtant, au sein de la famille Capone, le mariage ne fit pas l'unanimité. La principale opposition vint de Teresa Capone, la mère d'Al. Immigrante italienne et défenseuse inflexible des traditions, elle espérait que son fils épouse une jeune Italienne, élevée selon les mêmes codes culturels et familiaux. May Coughlin, irlando-américaine, ne correspondait pas à ce schéma. Dans les quartiers d'immigrants du début du XXe siècle, ces différences n'étaient pas anodines. Pour Teresa, cette union représentait une déception. Tous ne partageaient pas ce point de vue. Gabriel Capone, le père d'Al, accepta May dès le début. On la décrivait comme une femme instruite, discrète, profondément catholique et au tempérament calme. Issue d'une famille ouvrière de la classe moyenne, elle était totalement étrangère au milieu violent dans lequel son jeune mari commençait à évoluer. Personne ne pouvait alors prévoir que ce mariage serait à jamais lié à l'un des noms les plus redoutés du pays. Cependant, le véritable problème n'était pas social, mais médical. Le nouveau-né portait une affection grave dès sa naissance. Albert Francis Capone avait contracté une syphilis congénitale, une maladie transmise durant la grossesse. Son origine se trouvait dans une infection antérieure de son père, contractée des années plus tôt, lorsque Al Capone n'était encore qu'un adolescent fréquentant des milieux marginaux à New York, bien avant de devenir une figure nationale. Au début du XXe siècle, la syphilis congénitale constituait une menace dévastatrice. Elle pouvait provoquer des malformations, des lésions neurologiques irréversibles, la surdité, la cécité ou la mort dans les premières années de vie. De nombreux enfants ne survivaient pas à l'accouchement. Le fait qu'Albert ait dépassé les premiers mois fut considéré comme une exception. Pendant un temps, il sembla se développer normalement. Il ne présentait aucune malformation visible et grandissait comme n'importe quel autre enfant. Mais sa santé était fragile. Il souffrait d'infections fréquentes et son système immunitaire montrait des faiblesses évidentes. Les médecins commencèrent à soupçonner que ce bien-être apparent n'était que temporaire. À ce moment-là, le nom Capone ne signifiait encore rien pour le pays, mais le destin de l'enfant était déjà conditionné. Pendant qu'Albert faisait ses premiers pas, la vie de son père prenait une direction radicalement différente. Al Capone quitta Brooklyn et s'installa à Chicago, où il gravirait rapidement les échelons du crime organisé. Lorsque son fils apprenait à peine à parler, Al posait déjà les bases d'un empire qui ferait de lui une figure nationale. Un empire qui, sans le vouloir, condamnerait son fils à vivre en permanence sous le soupçon.
C'est ainsi que commence l'histoire d'un enfant marqué, avant même de comprendre le monde qui l'entourait. Un enfant qui ne brandit jamais une arme, ni ne dirigea une bande, mais qui hérita de quelque chose de bien plus difficile à laisser derrière soi, un nom que le monde n'oublierait jamais. La maladie qui ne pardonnait pas. Dans les quartiers d'immigrants de New York, l'origine déterminait la place de chacun. Italiens, Irlandais, Juifs et autres communautés se disputaient l'emploi, l'espace et la reconnaissance. Dans ce contexte, May Coughlin, irlando-américaine, appartenait à un groupe regardé avec méfiance par de nombreuses familles italiennes. Pour Teresa Capone, la mère d'Al, cette différence culturelle était inadmissible. Dans sa vision du monde, le mariage de son fils représentait une rupture avec les traditions familiales. Cependant, au sein même du foyer Capone, l'opinion n'était pas unanime. Gabriel Capone, le père d'Al, accepta May sans réserve. Il la voyait comme une jeune femme instruite, discrète et profondément religieuse. Catholique pratiquante, au caractère serein et issue d'une famille ouvrière, May apportait une stabilité qui contrastait avec la vie de rue entourant son mari. Pour beaucoup, il était évident qu'elle était très éloignée du milieu violent dans lequel Al Capone commençait à évoluer. Tandis que la famille débattait d'honneur, de tradition et d'appartenance, personne n'avait pleinement conscience du véritable problème. Le nouveau-né ne portait pas seulement un nom controversé, mais aussi une affection médicale grave dès le premier jour de sa vie. Albert Francis Capone était né avec une syphilis congénitale, une maladie transmise pendant la grossesse. Son origine était sans équivoque. Al Capone avait contracté l'infection des années plus tôt, alors qu'il était encore un jeune homme lié à des milieux marginaux à New York, bien avant de s'établir définitivement à Chicago. Au début du XXe siècle, la syphilis figurait parmi les maladies les plus redoutées. Sous sa forme congénitale, ses conséquences pouvaient être dévastatrices. Malformation physique, détérioration neurologique progressive, surdité, cécité ou mort au cours des premières années de vie. Aucun traitement efficace n'existait. La pénicilline ne faisait pas encore partie de la pratique médicale. Pour de nombreux enfants, le diagnostic équivalait à une condamnation inévitable. Le fait qu'Albert ait survécu à l'accouchement et aux premiers mois fut considéré comme une rareté médicale. Durant cette période, il ne présenta pas de symptômes alarmants. Il se nourrissait bien, grandissait normalement et semblait se développer comme n'importe quel autre enfant. Pour May, ce fut un immense soulagement. Pour les médecins, une énigme. Ils savaient que la maladie pouvait rester latente pendant des années avant de se manifester. Avec le temps, les signes commencèrent à apparaître. Albert tombait fréquemment malade. Il souffrait d'infections répétées et son organisme montrait une fragilité constante. Chaque épisode nécessitait une attention médicale. Son corps luttait contre une affection incurable. Malgré cela, l'enfant poursuivait sa vie, totalement inconscient de la raison de sa vulnérabilité. Le moment critique survint lorsqu'il avait 7 ou 8 ans. Albert développa une infection mastoïdienne sévère, une inflammation de l'os situé derrière l'oreille. Aujourd'hui, elle se traite par antibiotiques. Dans les années 1920, elle pouvait être mortelle. L'infection progressa rapidement, mettant en danger non seulement son audition, mais aussi sa vie et son cerveau. Les médecins furent catégoriques. Une intervention immédiate était indispensable. L'opération était extrêmement dangereuse, en particulier chez un enfant au passé médical aussi délicat. Les chances de survie étaient incertaines. C'est alors qu'apparut une facette peu visible d'Al Capone. À ce moment-là, il était déjà devenu l'une des figures les plus puissantes du crime organisé à Chicago. Habitué à résoudre tout obstacle par l'argent ou la pression, il réagit selon la seule logique qu'il connaissait. Il contacta l'un des chirurgiens les plus réputés de New York et fit une proposition qui laissa tout le monde sans voix. 100 000 $ pour sauver la vie de son fils. En 1926, cette somme était extraordinaire, équivalente à plus d'1,5 million de dollars actuels. Il ne s'agissait pas d'un pot de vin à proprement parler, mais d'une supplique exprimée avec excès. Le médecin refusa la somme et exigea uniquement ses honoraires habituels. Malgré cela, le message fut clair. Al Capone était prêt à tout sacrifice.
Derrière cette offre ne se trouvait pas seulement une puissance financière, mais quelque chose de bien plus simple et humain, la peur. La peur de perdre son fils unique, la peur d'affronter les conséquences d'une maladie qu'il avait lui-même transmise. Pour la première fois, l'homme qui inspirait la terreur dans les rues se retrouvait totalement vulnérable. L'opération aurait lieu, et son issue marquerait à jamais la vie d'Albert Francis Capone. Survivre quand tout a un prix. Le chirurgien refusa la somme exorbitante. Il accepta uniquement 1000 $, les honoraires standards pour une intervention de ce type. Il ne voulait être lié ni moralement ni financièrement à l'homme le plus redouté de Chicago. Malgré cela, il comprit l'urgence de la situation et l'opération fut programmée sans délai. Al Capone accompagna personnellement son fils à New York. En apparence, le voyage n'avait qu'un seul objectif: être présent lors d'une intervention pouvant décider de la vie ou de la mort de l'enfant. En réalité, il reflétait la dualité permanente de son existence. Tandis qu'Albert était préparé pour une chirurgie à haut risque, son père rencontrait Frankie Yale, ancien mentor et figure influente du milieu criminel new-yorkais. Ils discutèrent de routes, de livraisons et d'accords liés à la contrebande d'alcool. Dans l'univers de Capone, les affaires ne s'arrêtaient jamais, pas même face à la possibilité d'une tragédie familiale. L'intervention fut longue, complexe et dangereuse. Contre toute attente, Albert survécut. Dans le contexte médical de l'époque, cela constituait déjà un succès. Cependant, l'opération laissa des séquelles irréversibles. Le geste chirurgical endommagea définitivement son oreille gauche, provoquant une surdité partielle qui l'accompagnerait toute sa vie. Cette limitation ne fut pas anodine. Elle affecta son parcours scolaire, ses relations sociales et sa confiance personnelle. À une époque dépourvue de ressources éducatives et de soutien spécialisé pour les enfants souffrant de troubles auditifs, Albert dut s'adapter seul. En classe, il manquait des explications entières. Dans les conversations, il ne saisissait que des fragments. Cette difficulté, ajoutée au poids de son nom, le façonna peu à peu en une personne réservée, attentive et prudente. Pour Al Capone, l'expérience fut profondément déstabilisante. Certains historiens soutiennent qu'à partir de ce moment, il développa une attention particulière pour les enfants malades et démunis. Au cours des années suivantes, alors qu'il se trouvait au sommet de son pouvoir, il fit d'importantes donations à des hôpitaux pour enfants et à des orphelinats. Durant la Grande Dépression, il finança des soupes populaires qui nourrirent des milliers de personnes, tandis que le pays traversait une crise sans précédent. Les raisons de ce comportement font toujours débat. Pour certains, il s'agissait d'un sentiment sincère de culpabilité pour avoir transmis une maladie dévastatrice à son fils. Pour d'autres, d'une stratégie visant à améliorer son image publique. Il est probable que ces deux motivations aient coexisté. Al Capone fut capable d'une violence extrême, mais aussi d'une protection inflexible envers son entourage le plus proche. En 1928, alors qu'Albert avait 9 ans, la famille prit une décision décisive. Al Capone acheta une demeure sur Palm Island, à Miami Beach, une île artificielle exclusive, entourée d'eau et dotée d'un accès contrôlé. Officiellement, l'achat fut présenté comme un cadeau d'anniversaire pour May. En réalité, il répondait à un besoin urgent de s'éloigner de Chicago. La ville était devenue un champ de bataille. À cette époque, Capone était le criminel le plus connu du pays. Son visage apparaissait dans les journaux d'un océan à l'autre. Les guerres entre bandes pour le contrôle de l'alcool illégal avaient atteint des niveaux de violence extrêmes. Les attentats étaient fréquents. Les tentatives d'assassinat, habituelles. Le point de rupture survint en février 1929 avec le massacre de la Saint-Valentin. 7 membres d'un gang rival furent exécutés dans un garage de Chicago. Bien que Capone se trouvât en Floride à ce moment-là et qu'il n'ait jamais été condamné pour ce crime, ni l'opinion publique ni les autorités ne doutèrent de sa responsabilité. Dès lors, il fut considéré comme l'ennemi public numéro 1. Pour May et Albert, Miami offrait quelque chose que Chicago ne pouvait plus garantir, une possibilité de normalité. Moins de présence médiatique, moins de menaces directes, moins de regards constants, du moins pendant un certain temps.
Mais le nom Capone continuait de les accompagner. Et avec lui, la certitude que l'enfance d'Albert ne serait jamais comme celle des autres. Vivre sous observation. Le déménagement en Floride constitua un changement majeur pour May et son fils. Pour la première fois depuis des années, la vie quotidienne semblait se stabiliser. Miami, encore éloigné de l'attention constante de la presse nationale, offrait un environnement moins hostile que Chicago. C'est là qu'Albert, que tout le monde appelait Sonny, fut inscrit à St. Patrick High School, un établissement catholique réputé situé à Miami Beach, fréquenté par des familles aisées et profondément conservatrices. Dans ces salles de classe, il côtoya des jeunes qui, avec le temps, accéderaient à une certaine notoriété publique. Parmi eux se trouvait Desi Arnaz, qui deviendrait des années plus tard une figure majeure de la télévision américaine. Pour beaucoup de ses élèves, l'adolescence se déroula sans heurts. Pour Sonny, l'expérience fut très différente. Bien que la famille se soit éloignée physiquement de Chicago, le nom Capone continuait de marquer chacun de ses pas. Certains camarades l'observaient avec une curiosité contenue, d'autres avec une prudence presque révérencieuse. Des parents interdirent explicitement à leurs enfants d'entretenir des relations avec lui. Les enseignants, conscients de l'identité de son père, faisaient preuve d'une prudence particulière, pesant chaque geste et chaque parole. Très vite, Sonny comprit une réalité absente de tout manuel scolaire. Attirer l'attention était dangereux. Il apprit à ne pas se faire remarquer, à parler le strict nécessaire et à ne jamais mentionner son père. Sa surdité partielle, conséquence directe de l'opération subie dans l'enfance, renforça cette attitude. Il n'entendait que des fragments de conversation, complétait le reste par intuition et préférait le silence à toute exposition inutile. Pendant ce temps, Al Capone tentait d'établir une frontière nette entre son univers et celui de son fils. Selon les témoignages familiaux, il ne souhaita jamais qu'Albert hérite de sa vie criminelle. Lorsqu'il était présent à la maison, ce qui devenait de plus en plus rare, il se montrait affectueux, protecteur et patient. Il ne l'introduisit pas dans les affaires illégales, ne lui enseigna pas les codes du milieu et ne chercha pas à en faire un successeur. Son souhait était aussi simple que contradictoire, que son fils mène une vie normale, chose qu'il n'avait lui-même jamais connue. Cette fragile impression de stabilité se brisa en 1931. Albert avait 12 ans lorsque le système judiciaire rattrapa finalement son père. Al Capone fut condamné pour fraude fiscale, non pour les meurtres qui lui étaient attribués, ni pour la contrebande, ni pour la corruption qu'il avait entretenue pendant des années. Il tomba pour ne pas avoir payé ses impôts. La peine fut sévère. 8 années de prison fédérale, d'abord au pénitencier d'Atlanta, puis à Alcatraz, la prison de haute sécurité située sur une île face à la baie de San Francisco, destinée aux détenus considérés comme les plus dangereux et les plus irrécupérables. Pour Sonny, cela signifia grandir sans père. Pour May, cela représenta un fardeau immense. Élever un enfant souffrant de problèmes de santé et publiquement marqué, tout en supportant l'humiliation constante d'être l'épouse du criminel le plus célèbre du pays. Elle contrôla strictement l'exposition publique d'Albert, limita ses contacts et surveilla chaque aspect de sa vie quotidienne. Malgré l'incarcération, père et fils maintinrent une correspondance régulière. Les lettres envoyées depuis la prison révèlent une relation en contraste avec l'image publique de Capone. Al s'y montrait affectueux, attentif à l'éducation de son fils et confiant quant à un avenir meilleur. Dans l'une des lettres les plus souvent citées, écrite depuis Alcatraz, il exprimait son désir de pouvoir être de nouveau à ses côtés. Il la signait simplement, comme n'importe quel père, en indiquant uniquement son prénom et son numéro de détenu. Sonny conserva ces lettres toute sa vie. Pour lui, elles constituaient la preuve qu'au-delà du mythe criminel, il existait un père qui, depuis une cellule de haute sécurité, tentait encore de l'être. Aimer le père, refuser l'héritage. Les lettres envoyées depuis la prison occupèrent une place particulière dans la vie d'Albert. Il les conserva pendant des décennies, non comme les souvenirs d'un criminel célèbre, mais comme les messages d'un père qui, depuis l'enfermement, tentait de rester présent. Dans ces pages, il ne voyait pas l'homme traqué par le gouvernement fédéral,
mais quelqu'un soucieux de son éducation, de sa santé et de son avenir. Malgré tout ce que le nom Capone représentait pour le monde, Albert n'a jamais cessé d'aimer son père. Ce lien survécut à la prison, à la maladie et au discrédit public. En 1937, Sonny termina ses études à St. Patrick High School. Pour la plupart des jeunes de son entourage, l'étape suivante était évidente. L'université. Pour lui, le chemin était semé d'obstacles invisibles. Il tenta d'entrer à l'Université de Notre-Dame, l'une des institutions catholiques les plus prestigieuses du pays, située dans l'Indiana. La tentative échoua. Il n'existe pas de document concluant expliquant cet échec. Aucun communiqué officiel, aucune explication détaillée. Toutefois, de nombreux historiens s'accordent sur un point difficile à ignorer. Porter le nom Capone ne facilitait pas l'accès à des milieux universitaires conservateurs, étroitement liés à des valeurs morales strictes. Dans ce contexte, le nom constituait un fardeau embarrassant. Albert retourna en Floride et choisit une voie plus discrète. Il s'inscrivit à l'Université de Miami, où, pour la première fois depuis longtemps, il parvint à quelque chose d'essentiel pour lui. Passer inaperçu. Il étudia l'administration et le commerce avec un objectif clair. Il ne recherchait ni influence ni pouvoir. Il voulait une vie légale, stable et totalement éloignée du crime. Il voulait une vie ordinaire. C'est durant cette période qu'il fit la connaissance de Diana Ruth Casey, une jeune femme irlando-américaine, calme, instruite et issue d'une famille respectable de la classe moyenne. Diana avait elle aussi fréquenté St. Patrick. Ce qui la distinguait de nombreuses personnes ayant croisé le chemin d'Albert était simple. Elle ne le jugeait pas à son nom. Pour elle, Albert n'était pas le fils d'Al Capone. C'était un jeune homme réservé, poli et marqué par des circonstances qu'il n'avait pas choisies. Leur relation se développa avec discrétion, loin de la presse et sans attention publique. En 1941, alors qu'ils avaient tous deux 22 ans, ils décidèrent de se marier. Le mariage fut sobre et contenu, très éloigné des célébrations ostentatoires associées au nom Capone. Il n'y eut ni gros titres ni démonstration de luxe. Ce fut une cérémonie intime, cohérente avec la vie qu'Albert cherchait à construire loin du passé. Cette même année, tandis que son fils entamait une nouvelle étape, Al Capone entrait dans la phase finale de son déclin. Il était sorti de prison en 1939, après avoir purgé 7 ans et demi. Toutefois, l'homme qui revint à Palm Island n'était plus celui qui y était entré. La syphilis, jamais traitée de manière efficace, avait progressé jusqu'à son stade le plus grave. Les lésions neurologiques étaient irréversibles. Il souffrait de confusion, de perte de mémoire, d'épisodes de désorientation et de difficultés à maintenir des conversations cohérentes. En 1946, les médecins furent catégoriques. Ses capacités mentales étaient comparables à celles d'un enfant de 12 ans, mais il s'occupa de lui avec un dévouement total. Elle ne le laissa jamais seul. Albert et Diana furent constamment présents. Il n'y eut ni reproche ni ressentiment, seulement un mélange de tristesse, de compassion et de devoir familial. La même maladie qui avait conditionné la vie d'Albert détruisait désormais celle de son père. Au cours de ces années, naquirent les petites filles d'Al Capone, Veronica en 1942, Teresa en 1943, Barbara en 1944, Patricia, connue sous le nom de Diane, en 1945. 4 filles qui connaîtraient à peine l'homme que le pays avait redouté. Pour elles, leur grand-père ne fut pas le symbole de la terreur de la prohibition. Il était un vieil homme malade, dépendant et fragile, bien loin de la figure qui avait dominé les manchettes et les légendes. L'Empire avait disparu, le nom demeurait, et Albert, une fois encore, se trouvait au milieu, tentant de protéger sa famille d'un passé qui ne cessait de les poursuivre. Quand le mythe meurt, de nombreuses années plus tard, Diane Patricia Capone, la plus jeune petite fille d'Al Capone, mit par écrit des souvenirs en total contraste avec l'image publique de son grand-père. Bien qu'elle fût très jeune, elle conservait des scènes précises. Elle se souvenait d'un homme affaibli, consumé par la maladie,
marchant lentement dans les jardins de la maison de Palm Island. Il lui montrait les petites figurines décoratives que sa grand-mère May avait disposées parmi les fleurs pour distraire les fillettes. Il s'asseyait avec elles, les entourait de ses bras et leur lisait à voix basse. Des décennies plus tard, elle décrirait ces moments comme des souvenirs paisibles, éloignés de la violence associée au nom. Pour elle, son grand-père était un vieil homme souriant, patient et proche, très différent de la figure qui avait rempli les gros titres. Le 25 janvier 1947, Al Capone subit une crise cardiaque dans sa résidence de Floride. Il avait 48 ans. Son corps, détérioré par des années de syphilis avancée, ne résista plus. L'homme qui avait dominé le crime à Chicago mourut loin de la ville qu'il avait transformée en légende, entouré uniquement de sa famille. Ce même jour, Albert conduisit ses 2 filles aînées, Veronica et Diane, âgées de seulement 3 ans, dans la chambre où reposait son père. Il les souleva avec précaution pour qu'elles puissent lui dire adieu. Il leur permit d'embrasser leur grand-père une dernière fois, dans un geste intime, à l'écart des caméras et de l'histoire. Bien plus tard, Diane se souviendrait avec précision d'un instant particulier. Son père la regarda et lui dit simplement qu'il l'aimait. Malgré son très jeune âge, ce moment resta gravé pour toujours. Les funérailles eurent lieu le 4 février 1947 à Chicago, dans un froid glacial. Bien que la famille tentât de maintenir la cérémonie dans la plus grande discrétion, l'enterrement devint un événement public. 15 limousines transportèrent les participants. Le cercueil, recouvert d'un manteau de gardénias et d'orchidées blanches, avança sous les flashs et les regards curieux. Teresa Capone, la mère d'Al, s'effondra près de la tombe. À ses côtés se trouvaient May, Albert et les frères d'Al, Ralph et Matthew. Aux alentours, journalistes et photographes se pressaient, posant des questions, cherchant à saisir le dernier chapitre de l'homme qui avait été un symbole national du crime organisé. Pour Albert, alors âgé de 28 ans, cette scène fut profondément douloureuse. Il ne faisait pas que dire adieu à son père. Il le faisait sous une pression publique étouffante, conscient que pour beaucoup, ses funérailles ne représentaient pas une perte familiale, mais la clôture d'une histoire criminelle. Selon ceux qui l'ont connu, ce jour-là, il prit une décision définitive. Il ferait tout pour ne pas répéter ce destin. Il ne permettrait pas que sa vie, ni celle de ses filles, soit définie par un nom. Après la mort d'Al Capone, Albert tenta de bâtir une vie respectable, loin des manchettes et de l'ombre persistante du passé. Sans soutien dissimulé, sans héritage puissant et avec un nom qui continuait à susciter la méfiance, le chemin fut difficile. Mais pour la première fois, le mythe n'était plus vivant. Le défi était désormais autre. Apprendre à vivre sans lui, gagner sa vie sans hériter du passé. Après les funérailles de son père, Albert Francis Capone se retrouva face à une vérité dérangeante. Il n'hérita ni d'un empire, ni de contacts influents, ni d'un réseau de protection durable. La seule chose qu'il reçut fut un nom qui, loin d'ouvrir des portes, les fermait les unes après les autres. Déterminé à subvenir honnêtement aux besoins de sa famille, il accepta des emplois modestes, très éloignés du luxe et de l'ostentation associée au nom Capone. Son premier travail fut celui de vendeur de voitures d'occasion. L'expérience fut brève. Lorsqu'il découvrit que le responsable de l'entreprise trafiquait les compteurs kilométriques pour tromper les acheteurs, il démissionna immédiatement. Il refusait de tolérer des pratiques trompeuses, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. Pour Albert, le moindre compromis moral représentait une menace trop proche de ce qu'il avait passé toute sa vie à fuir. Par la suite, il travailla comme apprenti imprimeur, un métier technique, discret et parfaitement légal. Pourtant, le problème réapparut. Le nom éveillait la méfiance. Certains collègues évitaient tout contact avec lui. D'autres se montraient ouvertement suspicieux. Il y eut même des clients qui refusèrent de faire affaire après avoir appris qui il était. Cette défiance n'avait rien à voir avec son comportement, mais uniquement avec son origine. Face à ces difficultés, Albert et sa mère May décidèrent d'entreprendre ensemble. Ils ouvrirent à Miami un restaurant appelé Ted's Grotto. May apporta le capital, les relations sociales et une forte présence publique. Elle transforma l'établissement en un lieu élégant,
très différent d'un restaurant ordinaire. Le menu évolua rapidement. Des plats simples, ils passèrent à une cuisine raffinée, avec des propositions telles que des huîtres Rockefeller, du homard Thermidor, des tournes d'eau Rossini, du steak Diane et des desserts élaborés. Le restaurant commença à attirer une clientèle différente. Personnalités du monde social, célébrités et curieux, s'y rendaient non seulement pour la cuisine, mais aussi pour ce qu'il représentait. Y dîner signifiait être allé au restaurant de la veuve d'Al Capone et de son fils. Pendant un temps, l'activité prospéra et offrit une stabilité qui semblait prometteuse. Parallèlement, Albert travailla comme distributeur de pneus et accepta d'autres emplois similaires, des postes discrets, sans éclat, mais légaux. Son objectif était simple et constant. Subvenir aux besoins de son épouse et de ses 4 filles, sans devoir quoi que ce soit à quiconque. C'est alors que le passé refit surface. Le Chicago Outfit, l'organisation criminelle dirigée autrefois par son père, s'approcha de lui. On lui proposa une aide financière et une solution rapide à ses difficultés économiques. On lui suggéra également la possibilité d'intégrer l'organisation. Pour beaucoup, cela aurait semblé logique. Pour Albert, ce fut une épreuve décisive. La situation était complexe. 4 filles, des dépenses croissantes et un nom qui entravait toute avancée professionnelle. Pour la première fois, il envisagea sérieusement cette proposition. Avant de trancher, il en parla à sa mère. May n'hésita pas. Elle ne voulait pas qu'il répète le chemin de son père, ni qu'il connaisse la même fin. Elle lui rappela que la tranquillité valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Albert l'écouta. Il refusa l'offre. Cette décision ferma définitivement la porte à une vie criminelle, mais le laissa aussi sans filet de sécurité, dépendant uniquement de ses propres efforts. Pendant ce temps, la vie familiale commençait à se détériorer. Malgré l'affection initiale, le mariage entre Albert et Diana commença à se fissurer au début des années 60. Les difficultés financières, le poids permanent du nom et l'usure de longues années de lutte silencieuse accumulèrent les tensions. La stabilité qu'Albert avait poursuivie pendant des décennies vacillait à nouveau. Et, une fois de plus, il devrait prendre des décisions difficiles, loin des projecteurs, mais aux conséquences profondes pour son avenir et celui de sa famille, quand le poids devient insoutenable. Au fil des années, la pression finit par laisser des traces. Élever 4 filles, maintenir une économie instable et vivre en permanence avec un nom qui ne cessait de provoquer des frictions, affaiblir progressivement la relation entre Albert et Diana. Bien que Diana entretenait une relation étroite avec May, sa belle-mère, et que toutes deux partageaient du temps et des confidences, le lien conjugal s'usait peu à peu. Au début des années 60, la situation atteignit un point critique. Influencée par Winnie Cochlin, grande-tante d'Albert et proche de May, Diana prit une décision difficile. Avec ses 4 filles, elle s'installa à Palo Alto, en Californie, avec l'intention initiale de prendre du recul, de réfléchir et d'évaluer l'avenir du mariage. Cette séparation, pensée comme une pause, devint finalement définitive. En juillet 1964, Albert Francis Capone et Diana Ruth Casey divorcèrent officiellement. Albert avait 45 ans. Leurs filles, déjà adolescentes, restèrent en Californie avec leur mère. La distance avec leur père fut douloureuse, mais le lien ne se rompit pas. Ils maintinrent le contact par lettres et appels téléphoniques, une relation constante, bien que marquée par l'absence physique. Avec le temps, Albert se maria encore à 2 reprises. De ces unions, il existe très peu de traces publiques. Elles ne laissèrent aucune empreinte médiatique ni témoignage significatif. Sa 3e épouse, America Amy Francis, serait celle qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de sa vie, de nombreuses années plus tard. Alors que son histoire semblait s'acheminer vers une invisibilité discrète, un incident mineur le remit sous les projecteurs. Le 7 août 1965, Albert Francis Capone fut arrêté dans le magasin Quick Check, à North Miami Beach. Le motif était aussi insignifiant que symbolique. Il avait dérobé 2 flacons d'aspirine et un paquet de piles, pour une valeur totale de $3,50
une somme dérisoire même pour l'époque. Un employé le surprit en train de ranger les produits et alerta la police. Lors de l'arrestation, Albert fit un commentaire qui traduisait davantage l'épuisement que l'ironie. Il déclara que chacun portait en lui une part de délinquance. Il n'y eut ni résistance ni altercation. Il fut accusé de vol mineur. Devant le juge, il plaida sans opposition et reçut une peine de 2 ans de mise à l'épreuve. D'un point de vue juridique, l'affaire était sans importance. Il n'y eut ni prison, ni violence, ni récidive. Mais pour Albert, cet épisode eut une portée bien plus profonde. Il ne s'agissait pas du délit en lui-même, mais de ce qu'il représentait. C'était la confirmation qu'il ne serait jamais traité comme un citoyen ordinaire. Une erreur minime, commise par n'importe quel autre homme, serait passée inaperçue. Dans son cas, elle devint un rappel public du nom qu'il portait. Cet instant marqua un point de rupture. Albert était fatigué de devoir s'expliquer, se justifier et porter une histoire qu'il n'avait pas choisie. L'épuisement accumulé au fil des décennies commença à se transformer en une décision silencieuse. Une décision mûrie depuis des années et qui allait bientôt modifier à jamais sa relation avec le monde. Changer de nom n'efface pas l'histoire. L'arrestation pour un vol mineur constitua le point de rupture. Pour Albert, le problème n'était pas l'infraction en elle-même, mais tout ce qui l'entourait. Il était épuisé par les regards soupçonneux, par les remarques à peine murmurées, par le constat que la moindre erreur, aussi insignifiante soit-elle, servait à confirmer ce que beaucoup avaient déjà décidé à son sujet. Le nom Capone précédait toujours la personne. Pendant des années, il avait tenté de vivre avec ce poids. Il avait travaillé honnêtement, fondé une famille, refusé l'argent du crime et accepté une existence modeste. Rien n'avait suffi. Le nom continuait d'agir comme une condamnation invisible. En 1966, il prit une décision définitive. Albert Francis Capone se présenta devant un tribunal et demanda à changer légalement de nom. À partir de ce moment, il s'appellerait Albert Francis Brown. Son avocat fut clair devant le juge. Son client était las de lutter contre un patronyme qui l'empêchait de mener une vie normale. La nouvelle apparut brièvement dans quelques journaux locaux. De petits titres, presque anecdotiques, annoncèrent le changement. Il n'y eut ni suivi médiatique, ni interview, ni controverse. Et c'était exactement ce qu'Albert souhaitait. Sous son nouveau nom, il disparut du regard public. Il s'installa à Auburn Lake Trails, une petite communauté paisible de Californie, proche du lieu de résidence de ses filles et de son ex-épouse. Il y entama une autre vie. Routine simple, voisins ordinaires, anonymat. Pour ceux qui l'entouraient, il n'était qu'Albert Brown, un homme poli, réservé et affable. Personne ne l'associait au gangster qui avait dominé Chicago des décennies plus tôt. Il ne parlait pas de son passé parce qu'il ne le définissait plus. Pour la première fois, il pouvait marcher sans avoir l'impression que tous savaient qui il était. Mais tout le monde ne l'oublia pas. Le FBI conserva son nom dans ses dossiers pendant des années. Malgré le changement légal, pour les autorités, il demeurait Albert Francis Capone. Des documents déclassifiés révèlent qu'en juin 1968, à peine 2 semaines après l'assassinat de Robert F. Kennedy, un rapport inquiétant fit surface. Selon un informateur, Albert aurait été entendu lors d'un appel téléphonique déclarant que, si Edward Kennedy continuait à agir d'une certaine manière, il finirait lui aussi comme son frère. Pour passer l'appel, il se serait identifié sous son véritable nom, afin que l'opérateur puisse facturer la communication à son domicile. Il ne fut jamais établi clairement ce qui s'était réellement produit. On ignore s'il s'agissait d'une menace sérieuse, d'une phrase prononcée sous l'influence de l'alcool ou d'une conversation mal interprétée. Aucune poursuite ne fut engagée. Albert ne fut pas interrogé publiquement et l'épisode ne parvint pas à la presse. Cependant, le dossier ne fut pas clos. Ce document demeura comme le rappel silencieux d'une réalité inconfortable. Même s'il avait changé de nom et de mode de vie, pour l'État, il restait le fils d'Al Capone. L'anonymat qu'il avait obtenu dans son environnement quotidien n'existait pas pour les institutions. Malgré cela, Albert continua d'avancer. Il choisit de ne pas répondre, de ne pas s'expliquer et de ne pas se justifier.
Sa lutte n'était plus contre le monde, mais pour préserver la paix qu'il avait mis tant de temps à atteindre. Et, pour la première fois depuis des décennies, cette paix semblait véritable. Les derniers liens, l'année 1986, marqua une rupture définitive dans la vie d'Albert. En l'espace de peu de temps, 2 pertes successives le privèrent de ses principaux soutiens affectifs. Sa deuxième épouse décéda et peu après, May Capone mourut à l'âge de 89 ans. La disparition de May fut un choc profond. Pendant des décennies, elle avait été le pilier silencieux de la famille. Elle prit soin d'Al Capone durant les années où la maladie détruisit son esprit, l'accompagna jusqu'à la fin et, en même temps, protégea son fils avec une fermeté inébranlable. C'est elle qui soutint la famille face au regard public, qui absorba la pression médiatique et qui ne cessa jamais de rappeler à Albert qu'une vie paisible valait plus que n'importe quel héritage souillé. Avec sa mort, Albert se retrouva véritablement seul pour la première fois. C'est alors qu'il prit une décision définitive, s'installer de façon permanente en Californie, près de ses filles. Là, il recommença à reconstruire sa vie. Il épousa America Amy Francis, sa 3e épouse, et s'installa à Auburn Lake Trails, ce même environnement calme où il avait réussi à rester à l'écart de l'attention publique. Durant les 10 à 8 dernières années de sa vie, il vécut dans une discrétion totale. Il ne rechercha ni reconnaissance ni visibilité. Ses filles, désormais adultes et avec leur propre famille, lui rendaient visite régulièrement. Pour ses petits-enfants, Albert était simplement un grand-père proche. Il les emmenait pêcher, se promenait avec eux dans la nature et leur racontait des histoires simples. Il ne parlait jamais de son père, non par honte, mais par un instinct constant de protection. Les 4 filles d'Albert grandirent conscientes du nom qu'elles portaient, bien que leurs parents aient tout fait pour leur offrir une enfance aussi normale que possible. Malgré cela, le stigmate réapparaissait de temps à autre. Des questions gênantes, des remarques blessantes et des regards chargés de préjugés. Des années plus tard, Diane Patricia Capone se souviendrait clairement de ces moments. Elle expliqua que, lorsqu'elles étaient enfants, certaines personnes faisaient des commentaires difficiles à supporter. Leur père les aidait à les affronter sans rancœur. Albert leur répétait souvent une idée simple. La plupart du temps, les gens ne cherchent pas à blesser, mais parlent par ignorance. Pour ses filles, il fut un homme patient, affectueux et protecteur. Diane le décrirait comme quelqu'un qui sut transmettre ce qu'il avait appris et le partager avec tous ceux qu'il croisa dans sa vie. Cependant, un épisode laissa une marque particulièrement douloureuse. En 1959, alors que ses filles étaient encore petites, la chaîne ABC lança la série Les Incorruptibles, centrée sur la lutte de l'agent Elliot Ness contre Al Capone et d'autres gangsters de Chicago. L'émission connut un succès immédiat et devint l'une des plus regardées de son époque. Pour la famille, ce fut un cauchemar. À l'école, les filles commencèrent à subir un harcèlement constant. Les insultes se répétaient jour après jour, leur rappelant un passé qu'elles n'avaient pas choisi. Albert et May décidèrent d'agir et intentèrent une action en justice contre la société de production, invoquant une atteinte à la vie privée et un préjudice émotionnel. L'affaire fut rejetée. Le tribunal conclut que les descendants de figures historiques publiques n'étaient pas protégés par le droit à la vie privée. Ce fut une nouvelle défaite silencieuse. Un autre rappel que, même en tentant de disparaître, le passé continuait de projeter son ombre. Malgré tout, Albert ne renonça pas. Il continua d'avancer avec la conviction qui avait guidé toute sa vie. Protéger sa famille, même lorsque lui-même ne pourrait jamais le faire entièrement. Mourir comme Brown. La bataille judiciaire se termina comme tant d'autres étapes de la vie d'Albert, sans victoire et sans éclat. Les tribunaux conclurent que le droit à la vie privée ne protégeait pas les descendants de figures historiques publiques. Albert et May firent appel de la décision. L'affaire parvint jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui choisit de ne pas intervenir. Il n'y eut pas d'audience, pas de débat public, seulement un refus formel. Ce fut peu être la défaite la plus amère, non pour l'enjeu financier, ni pour la procédure judiciaire elle-même, mais parce qu'elle confirmait ce qu'Albert avait appris dès l'enfance.
Il n'existait aucune voie légale pour protéger sa famille du nom Capone. Le 8 juillet 2004, Albert Francis Brown mourut paisiblement dans sa maison d'Auburn Lake Trails, en Californie. Il avait 85 ans. Il s'éteignit entouré de son épouse Amy et de ses filles. Il n'y eut ni violence, ni scandale, ni caméra. Après plus de 8 décennies passées à tenter de vivre en marge d'une histoire imposée, il trouva enfin ce qu'il avait cherché toute sa vie, la tranquillité. Après sa mort, Amy Francis s'exprima brièvement auprès d'un journaliste. Ses paroles ne furent ni une défense ni une justification. Elles furent une supplique simple et directe. Elle déclara qu'Al Capone était mort depuis longtemps et que son fils n'avait rien eu à voir avec les crimes du passé. Elle demanda simplement qu'on le laisse reposer en paix. Il avait déjà suffisamment souffert pour ce qu'il avait été. Il n'y eut pas de funérailles grandioses, ni de une nationale. Albert Francis Brown fut enterré dans l'intimité, accompagné uniquement de sa famille, comme il l'avait toujours souhaité. Pendant de nombreuses années après son décès, ses 4 filles gardèrent un silence absolu. Elles ne donnèrent aucune interview, ne participèrent à aucun documentaire et ne cherchèrent pas l'attention publique. Elles choisirent de vivre comme leur père leur avait appris, loin du tumulte. Cependant, en 2019, l'une d'entre elles estima que le moment était venu de parler. Diane Patricia Capone, la plus jeune fille d'Albert, publia le livre Al Capone, Stories My Grandmother Told Me. Dans ces pages, elle proposait une vision différente de la famille Capone, non à travers le crime, mais à travers l'intimité. Le livre dépeint Al Capone comme grand-père, époux et père, à travers des récits transmis par May, des histoires que son propre père lui avait racontées, et des journaux personnels que sa mère, Diana Casey Capone, avait conservés pendant des décennies. Dans une interview accordée au Chicago Tribune, Diane expliqua clairement sa motivation. Elle écrivit le livre en réponse aux nombreuses versions qu'elle avait lues et entendues au fil des années, et qu'elle considérait comme profondément inexactes à propos de ses grands-parents. La publication suscita un débat. Certains critiques l'accusèrent d'adoucir le parcours de l'un des criminels les plus violents du XXe siècle. D'autres la défendirent comme le témoignage légitime d'une famille ayant vécu durant des générations sous un récit construit de l'extérieur. Le livre ne cherchait pas à réécrire l'histoire criminelle d'Al Capone. Il cherchait à raconter une autre histoire, celle de ceux qui héritèrent d'un nom sans avoir choisi son poids. Et, de manière indirecte, il refermait définitivement la vie d'Albert Francis Capone, l'homme qui passa plus de 80 ans à tenter de ne pas l'être. Le nom, le silence et ce qui demeure. La publication du livre de Diane Patricia Capone ne mit pas fin au débat. Elle le relança. Les réactions furent opposées. Pour certains critiques, le portrait proposé adoucissait un parcours criminel marqué par la violence. Ils estimaient que montrer un grand-père affectueux pouvait diluer la responsabilité historique d'Al Capone. Pour d'autres, l'ouvrage apportait quelque chose de différent et de nécessaire. Un regard intime sur une figure contradictoire, capable d'une brutalité extrême tout en manifestant de l'affection dans le cadre familial. Loin de se retirer du débat, Diane poursuivit ses prises de parole. En 2022, elle publia un second livre, The Capone Girls, centré sur les femmes de la famille Capone après la mort d'Al. L'attention ne portait plus sur le gangster ni sur le mythe, mais sur les conséquences des épouses, des filles et des petites filles qui grandirent et vieilliraient sous un nom impossible à ignorer. Dans ses interviews et apparitions publiques, Diane maintint toujours la même position. Son père et son grand-père ne pouvaient être réduits à une caricature historique. En octobre 2021, la famille prit une autre décision qui remit le nom Capone à la une des journaux. 3 des 4 petites filles d'Al Capone, Diane, Teresa et Barbara, autorisèrent la mise aux enchères de biens familiaux. Patricia était déjà décédée. 174 objets furent mis en vente. Bijoux, montres, armes à feu, lettres personnelles, photographies familiales et effets conservés depuis la période d'Alcatraz. La vente aux enchères dépassa les 3 millions de dollars. L'objet le plus précieux fut un pistolet de calibre 45, adjugé pour $6,0000.
Pour les petites filles, désormais âgées et soucieuses de leur stabilité future, la décision fut pragmatique. Ces objets étaient restés pendant des décennies dans des coffres sécurisés. Les transformer en soutien économique pour leur famille leur parut raisonnable. Les critiques ne tardèrent pas. On les accusa de tirer profit d'un héritage criminel. Leur réponse fut claire. Il ne s'agissait pas de célébrer le crime, mais de gérer un patrimoine historique. Elles préféraient que ces objets se trouvent dans des musées ou entre les mains de collectionneurs responsables, plutôt que de disparaître dans l'oubli. Aujourd'hui, en 2025, les descendants d'Al Capone vivent dispersés et, pour la plupart, hors du regard public. Certains ont conservé le nom, d'autres l'ont combiné ou laissé derrière eux. Aucun n'a suivi la voie criminelle de leurs ancêtres. Tous ont construit des vies légales et discrètes, exactement l'avenir qu'Albert Francis Brown souhaitait pour eux. Et c'est là que cette histoire s'achève. Albert Francis Capone, connu sous le nom de Sonny puis plus tard comme Albert Brown, ne fut pas l'homme que beaucoup s'attendaient à voir. Il n'hérita ni ne revendiqua l'empire criminel de son père. Il ne rechercha ni le pouvoir, ni l'argent facile, ni les règlements de compte. Il ne tenta jamais de restaurer un nom marqué par la violence. Il fut un homme qui passa 85 ans à essayer de vivre normalement. Il exerça des métiers ordinaires. Il fut marié à 3 reprises, père de 4 filles, grand-père et arrière-grand-père. Il vécut avec une surdité partielle après une opération cérébrale qui faillit lui coûter la vie. Il naquit avec une maladie qui l'accompagna toujours. Il grandit sous surveillance, sous menace, sous un nom qu'il n'avait pas choisi. Il aima son père, mais refusa d'en répéter le chemin. Il conserva des lettres écrites depuis Alcatraz. Il fut présent lorsque le gangster redouté ne pouvait déjà plus se reconnaître lui-même. Il changea de nom pour pouvoir marcher sans être jugé. Il choisit l'anonymat lorsque le monde ne lui offrait qu'une identité imposée. Ce n'est pas une histoire de crime, c'est une histoire de choix. Nous ne choisissons pas nos parents. Nous ne choisissons pas le nom avec lequel nous naissons. Mais nous pouvons décider de ce que nous en faisons. Albert Francis Brown choisit de vivre sans bruit, sans pouvoir et sans peur. Et dans ce choix, il obtint quelque chose que son père n'eut jamais. Mourir en paix, entouré de sa famille, loin du mythe. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au terme de ce documentaire. Si ce contenu vous a semblé rigoureux et pertinent, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications et laisser votre avis en commentaire. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter et à raconter des histoires réelles avec profondeur et respect. À bientôt pour le prochain récit.